maintenant. Voilà. Donc, bienvenue à ceux qui assistent dans le futur à cette présentation. Je ne vais pas relire ce que je viens de dire, sinon pour rappeler l'endroit où il y a un go. Voilà. Go / Emacs de 0. Et donc, comme je viens de le dire, on va essayer de se borner, en tout cas dans le cadre de cette vidéo, au chapitre 1, parce que les 2 et 3 risquent de durer exponentiellement plus longtemps. Voilà, donc première introduction au Far West. Tu peux représenter ce logiciel Emacs. Donc les premières choses, c'est même après 40 ans d'expérience, il y a des choses qui devraient juste marcher et que dans les produits concurrents juste marchent quand tu les ouvres dans la boîte. Ça risque de pas être le cas. Il y a des choses vraiment bêtes pour lesquelles on va devoir prendre du temps aujourd'hui. C'est un écosystème évidemment proliférant. Donc il y a plusieurs générations, même simplement de dialectes Emacs-Lisp, le langage de programmation. On peut programmer les Emacs-Lisp à grand-père, les Emacs-Lisp à papa ou les Emacs-Lisp modernes. Les packages, c'est pareil. Donc même choisir une direction pour avancer, il y a des gens qui font un tutoriel sur ce seul point. Donc ce que je vous propose, nous, dans le cadre de cette formation, au sens large, pas seulement l'heure qui vient, c'est de s'astreindre à une definition of done, c'est-à-dire d'avoir un ensemble de choses qu'on doit conserver, comme quand on fait le Rubik's Cube, quand on commence à avoir les coins ou les faces, je ne sais pas comment vous faites vous, mais on vient toujours à cette chose-là, même si on s'en éloigne un tout petit peu pour progresser globalement, bien entendu, on vient à un but intermédiaire. Donc le premier but à l'heure actuelle, c'est de lancer Emacs. Donc je vous laisse le temps, si ce n'est pas déjà fait, pour installer et lancer Emacs. Et donc je vais faire la tradition, c'est-à-dire que moi je guide, mais je ne tiens pas la main. D'accord? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez l'ambition de travailler avec un truc qui est, comment dire, pas toujours un newbie friendly. Donc je vous laisse vous débrouiller pour installer Emacs. On fait comment? On lève la main quand on a fini. Donc ceux qui ont fini, vous levez la main, vous mettez un signe sur votre Zoom. Pour l'instant, moi je vais m'équiper d'un jouet qui va être pratique pour tout à l'heure. Le Keycaster. Donc la definition of done pour l'instant, c'est que Emacs se lance. Ah bien, ouais. Un peu de ménage. Je crois que Nicolas a choisi Spacemacs. Non. Non, il n'a pas choisi Spacemacs. Non, j'ai pris le 26. Max 26, donc. Ah, oups. J'ai le 28 du coup aussi. Ouais. Très bien, moi aussi c'est 28. Je suis 27, c'est marrant. Tout ça. En fait, je voulais mettre Spacemacs et le prérequis, c'est justement d'avoir Emacs 27+, je crois. Et du coup, j'ai tout de suite parti sur la dernière, 28. C'est 26 plus. J'ai pris le minimum qui était décent d'exiger, en fait. C'est celui de Ubuntu Focus. Oui, mais pour Spacemacs, c'est 27+. Ouais. Voilà ce qu'on obtient. Quand vous en êtes là, vous levez la main dans le Zoom, comme je vois que plusieurs l'ont déjà fait. Et donc, la première chose qu'on voit, c'est un buffer. Qu'est-ce que c'est qu'un buffer? Emacs, il a son propre vocabulaire. Un buffer, on laisse un tampon au sens politique, un état tampon, par exemple. Un buffer, c'est un endroit où on peut mettre du texte, parce que Emacs, ça marche dans le terminal. Si je fais SSH, par exemple, je suis sur n'importe quel Linux qui traîne. Emacs, non, pas lui. Pas n'importe quel Linux. Si vous faites SSH, si vous avez une machine Linux et vous faites SSH vers votre propre station de travail, par exemple, on peut lancer Emacs dans le terminal. Donc en fait, ce n'est pas un programme qui ne marche que dans une interface graphique, comme ce qui est basé sur les browsers, les trucs modernes avec Electron.
Emacs, ça marche aussi, mais surtout peut-être même dans un terminal. Donc en fait, un buffer, c'est un endroit où on peut mettre du texte, mais pas forcément un fichier. Il y a des buffers qui servent à éditer des fichiers, c'est quand même mieux pour un éditeur de texte, mais tous ne sont pas comme ça. Donc la différence, c'est on le voit, alors non. Si un buffer commence et finit par une étoile, c'est probablement pas le nom d'un fichier. C'est probablement autre chose. Donc là, c'est un endroit où on écrit du texte, si on veut. Contrairement à d'autres éditeurs moins bien, quand on appuie sur A, ça insère un A. Donc j'appuie 2 fois sur A pour que ça commence à mettre A. Ça, c'est bien. Et puis donc, les mouvements de curseur fonctionnent normalement. Voilà. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de choses difficiles ou intéressantes. Alors, tout de suite après, on va vouloir ouvrir un fichier. Voilà. Là, on va voir ce qui se passe avec un Emacs déjà configuré. Ce n'est pas le jeu. Je vais repartir d'un Emacs qui est tenu. Je suis seul que quand j'appuie sur A, ça écrit pas A, moi. Alors, vas-y, partage. Ah, pareil pour moi. Ouais. On me dit que A est non défini. Moi aussi. Vous êtes dans quel mode? On est dans le buffer. Je suis dans un buffer qui s'appelle About GNU Emacs. D'accord, donc celui-là, on ne peut pas taper. Alors, dans le menu buffer, on peut changer de buffer. Non. Pourquoi on peut pas taper dans celui-là? Parce que il sert à autre chose. Là, il met de la pub. Ouais. C'est un vecteur de pub. Mais il est lecture seule, du coup. Oui, celui-là, oui. Et comment on sélectionne là? On peut faire un bouton de droite. Non, un bouton droit, ça, on ne peut pas faire. Parce qu'il y a d'autres éditeurs. Ça, je peux faire ça. Je crois qu'ils ciblaient Vim, pas des trucs plus modernes. Je peux reprendre le partage d'écran? Oui, vas-y. Mais c'était avant l'invention de la souris, c'est ça? Ouais. On peut voir ça comme ça. Ouais. Comment on baisse la main? Tu vois, il n'y a pas pour faire. Ah voilà. Je partage l'écran de nouveau. Donc, ouvrir un fichier, ça peut se faire avec le menu File. Ça, c'est quand même bonheur. Et puis, on n'open pas un file. Même qu'il y a un buffer, ce n'est pas un file. On visite dans Emacs. Donc, il y aura plusieurs points dans le slideware. Vous allez voir vocabulaire. Parce que c'est Emacs qui avait raison trop tôt, avant tout le monde. Donc, open, ce n'est pas forcément le vocabulaire que lui en. Et une deuxième chose importante après, dans les menus tout de suite, ce sont les raccourcis clavier. Alors, C, ça veut dire contrôle. C majuscule. Donc CX, ça veut dire contrôle X. Donc, si vous voulez ouvrir un répertoire, ça sera contrôle XD. Alors, je vais présenter effectivement la feuille de le pognon Emacs juste après. Attention, parce que là, ce contrôle XD, c'est pas la même chose que contrôle X, contrôle D. Donc au dojo, à un moment, on disait contrôle X, après tu tapes dans tes mains, après D. Comme ça, tu n'as pas le doigt sur contrôle. Donc, je vais le faire avec les touches. Contrôle X, contrôle F. File. On trouve un fichier. Donc, je vais ouvrir un bout de LHD, par exemple. On va voir que la complétion marche out of the box. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est un vrai bonheur. Un texte .php. Là, tout de suite, ce n'est pas la fête. Donc, voilà l'état vierge à partir duquel on part. On n'a même pas de colorisation syntaxique dans Emacs, soit il semble là-bas. Juste une question sur l'autocomplétion. Il y a moyen de la rendre case insensitive? Il y a tous les moyens de tout faire. Alors, bon, j'irai chercher alors. Alors, j'ai un programme pédagogique que je vous propose qu'on va suivre, parce qu'on est plusieurs, mais effectivement, vous pouvez à tout moment diverger, donc prendre un peu d'avance, ou même du retard si vous voulez, et puis chercher un problème qui vous intéresse. Donc, ce que je souhaite vous montrer aujourd'hui, c'est l'objectif du premier chapitre, c'est l'autonomie. Donc, c'est vous débrouiller tout seul. D'accord? Alors, si je reviens dans mon slide, qu'est-ce que j'ai prévu pour ça? L'installation, c'est fait. Je vous laisse visiter le diverticule en dessous si vous en avez envie. Ouvrir un fichier à la souris, au clavier. Et donc voilà, la GNU Emacs Reference Card, elle est dans le slideware. Je vous encourage donc à suivre dans une autre fenêtre. Oups. Et elle vous explique en particulier la notation qui permet d'expliquer les combinaisons de touches. Oui, ma souris. Voilà. Donc, méta. On ne dit pas alt, même chose, vocabulaire, on ne dit pas alt, on dit méta. Et une des premières tâches, en particulier des
l'école lecture Mac, ça va être de s'assurer que Meta, c'est la touche que vous voulez, pas la touche que Emacs a choisie pour vous. Parce que c'est la mauvaise, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont me demander comment on fait pour quitter Emacs en premier. Donc, CTRL-X, CTRL-C. Donc, je maintiens mon pinky sur la touche CTRL et je fais CTRL-X, car le doigt, CTRL-C. On essaye. Ça, c'est le bon. Non, ça, c'est l'autre Emacs. Excusez-moi. L'Emacs de la démo, c'est celui-ci. CTRL-X, CTRL-C. Voilà. Donc, on sait rentrer, on sait sortir, on sait ouvrir un fichier. Pour le reste, pour taper les touches, ça, c'est pas difficile. Je vous laisse découvrir. Donc, ça y est, on a déjà quelque chose d'utile. Alors, évidemment, pour l'instant, on est arrivé à quelque chose d'un petit peu moins bien que notre pad. Alors, on va continuer. Alors, moi, je voudrais savoir si mon fichier est sauvegardé ou pas. Comment je fais ça? J'ouvre un fichier, toujours au clavier. Hein, je m'astreins, j'essaie de faire. J'ai encore des icônes aussi, si je peux. On expliquera après comment éliminer les icônes. LHD, HTML, index.php. Hop. Et là, vous allez voir, si vous regardez attentivement cet endroit-là, j'appuie sur une touche, hop, les étoiles qui sont là, ça veut dire que c'est modifié. Le 2 points qui est à côté, c'est le système de codage. 2 points, ça veut dire, ah, je sais pas. Si je mets un accent, par exemple, sauvegarder, donc je sauvegarde, save. Ah, ça c'est le bon vocabulaire. CTRL-X, CTRL-S. CTRL-X, CTRL-S. Hop. Ah, ça change en U. Maintenant, je sais, c'est de l'Unicode. Et les étoiles disparaissent parce que je viens de sauvegarder le fichier. Donc, cette barre qui est en bas, pour l'instant, vous n'avez pas forcément des idées claires sur tout ce que ça veut dire. Ça s'appelle la mode line, la ligne de mode. Des questions jusqu'à là? On va continuer. Alors, on va pouvoir souvent utiliser plusieurs fichiers à la fois. Donc, on a déjà vu ce que c'était un buffer. Comment est-ce qu'on change de buffer? Je vous l'espère. Je vais vous pré-mâcher le travail. Même chose. Je peux le faire souris. Et select name buffer, point de suspension. Alors, je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est Xerox qui a standardisé cette convention-là, que point de suspension, ça veut dire que le dialogue n'est pas fini une fois que tu as cliqué là ou que tu as fait la combinaison de touches. Il va y avoir une boîte de dialogue qui va apparaître. Comment ça marche dans Emacs? CTRL-X, B, ça se met en bas, vous voyez là? Donc, cette petite chose qui ressemble à un buffer mais qui n'a qu'une ligne, qui sert de boîte de dialogue, ça s'appelle le mini buffer. Et là aussi, en 2020, la touche Tab fonctionne. Donc, je vais juste ouvrir un autre fichier, CTRL-X, CTRL-F. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? LHD Chrome.php par exemple. Je peux maintenant faire CTRL-X, B, Tab. Je peux même cliquer dessus après. Hop. Ou CTRL-X, B, PHP, LHD par exemple, Tab, ça complète. OK? Quand tu as un split buffer, tu changes comment de buffer? Alors, ça c'est dans les questions qui sont en dessous. S'il y a plusieurs buffers à l'écran, pas de panique, CTRL-X, O. Par exemple, si je fais CTRL-X, B, Tab, maintenant j'ai plusieurs buffers visibles en même temps. Je peux changer, CTRL-X, O, CTRL-X, O. Et comme vous pouvez voir, le dialogue en bas, il n'est pas obligé de se finir tout de suite. L'Emacs Lisp, et ça aussi c'est récent, il est multitâche. Donc, je peux terminer mon opération switch to buffer quand je veux. Pas forcément tout de suite. Et si je ne veux pas le faire, si j'ai peur, si je panique, alors j'ai 2 touches sortie de secours à apprendre par cœur. CTRL-G, ça ferme le mini buffer. Et Escape, 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 ça ferme tout. C'est la touche panique. Même sur Mac, ça marche. Escape, Escape, Escape. Voilà. Ça ne me dit pas coup. Et je me retrouve dans un état moins hostile. Donc ça, tout le monde a à apprendre par cœur, à faire une fois. Alors, il y a d'autres choses à apprendre pour maîtriser les buffers. Les commandes de mouvement.
Donc ça, je vais vous laisser découvrir ce qu'on avance. Et ce qu'on verra plus tard, c'est la possibilité de partager en deux, CTRL X2, pour le faire de façon horizontale, CTRL X3, enfin, de façon verticale. Donc avec ça, il y a la possibilité de bricoler à la souris. Et c'est déplacé lui normalement. Je sais pas comment on fait. Là, là, je l'avais. Là. Donc juste avec ça, vous avez plus de liberté que le Eclipse de base ne vous en laisse. Parce que lui, il insiste pour qu'en bas, il y ait un truc de démolière ou je ne sais pas pourquoi. Ça en a marre, CTRL X 0. Donc les chiffres, CTRL X 0. Ah, je ne peux pas avoir de. Je peux pas avoir de. Je dois avoir le capture. CTRL X 0. Non. Bah, CTRL X1, ça revient sur une seule fenêtre d'un coup. On peut faire ça, oui. Mais attends, là, il y a un truc qui est bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai plus de chiffres? Voilà. Oups. Voilà. Non, d'accord, c'est juste c'est Keycaster qui nous induit en erreur. Ça, c'est embêtant. Donc, faut pas, quand je shift un chiffre en bas, ça ne fait pas ce qu'on croit que ça fait dans l'affichage. Ça, c'est embêtant. Bon, donc ça, c'est déjà bien. Mais on va continuer, bien sûr. Donc, je vous laisse lire la doc officielle, parce qu'il y a une doc officielle qui est vraiment vieillotte. Donc là, voilà, dans la série des choses qui sont à grand-père, il y a tout ce qui a été fait sous la houlette directe de Richard Stallman, qui est le fondateur du projet GNU, et le Emacs, c'est le fer de lance, un des programmes fer de lance du projet GNU. Pas celui qui a le plus de succès du reste, mais un des premiers. Donc, le fait d'avoir une documentation monolithique avec un vocabulaire désuet comme ça, c'est un petit peu son train de pensée à lui. Il y a eu plusieurs soubresauts dans l'histoire des Macs, il y a eu plusieurs forks, plusieurs schismes qui lui ont tout à fait déplu. Donc le fait que la licence GPL permettait à autrui de faire ce qu'il n'avait pas envie, c'est-à-dire lâcher du contrôle, ça n'a pas toujours été ce qu'il avait comme ambition. On peut parler de la GPL v3 aussi. Donc on va essayer de ne pas rentrer dans ce débat-là, voilà, et de reconnaître le mérite d'avoir commencé quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous lisez en ce moment une doc qui est ce qu'elle est, mais dans laquelle il y a, vous reconnaîtrez peut-être les différentes façons de bouger d'un mot, d'un caractère, d'une ligne en avant, en arrière, que vous avez peut-être vu dans d'autres contextes, en particulier sur cette feuille de pouille pour le shell qui a circulé il y a un moment dans le cadre du dojo. Donc je vous invite à lire ça. Pas forcément essayer à vous rappeler le tout, mais essayer peut-être de l'apprendre, d'essayer les combinaisons de touches une fois. Après, il y a moyen de changer, bien sûr. Ça, c'est un des sujets du slide. Juste pour les mouvements, c'est un truc que je n'ai pas trouvé dans la doc officielle ou sur la référence card. Comment tu bouges au début et à la fin du fichier? Le G. On peut essayer de faire une commande. Alors, il y a une palette de commandes, on va y venir juste après. Alors ça, j'ai trouvé. Alors, ouais, ça j'ai vu. Merci. Si on fait MetaX, beginning. Oups. Justement, c'est l'autre méta. MetaX beginning of buffer. Vous ça. Beginning of buffer. J'appuie sur Entrée, attention. Vous pouvez aussi lancer cette commande avec méta inférieur. Tu as le temps de le voir? Donc j'essaye. Méta inférieur. Ah, ça marche. Donc à chaque fois que Lisp connaît une combinaison de touches qui ferait la même chose et qui irait plus vite que ce que tu viens d'essayer, bah, il te le dit. Donc MetaX, c'est la palette de commandes. Si je fais MetaX, oups, je ne prends pas encore de méta, MetaX et que je tab, j'ai toutes les commandes qui existent. Il y en a beaucoup. Et là, on n'a encore chargé aucun pactage.
Donc, on peut faire Et beginning of quote. méta, c'est quoi la touche méta du justement? Alors, ça dépend pour les C'est un gens. peu tard, je crois. Pour certains, c'est commande, pour certains, c'est option, pour certains, c'est alt, pour certains, c'est Windows. Si vous n'êtes pas content de la touche méta, c'est parfaitement normal. C'est le sujet du slide, enfin de la colonne de slide juste après. Ça va être notre première personnalisation. Tu vas où, là? Je lui ai dit que c'était un peu tard d'arriver 26 minutes en retard. Pour essayer de Non, c'est pas grave. Alors, donc on peut beginning of autre chose, beginning of line par exemple. C'est pareil. Ah, on voit même ici que les formules magiques qui permettent de faire ça sont en gris. C'est bien. On peut aussi faire beginning of defun. Donc pour les langages de programmation que Emacs comprend, il va vous laisser vous déplacer au sein de la structure du langage. Par exemple, au début de la définition d'une fonction. Sauf que lui, il appelle ça un defun. Pourquoi? Parce que c'est comme ça en liste. Alors, justement, on était aux premières personnalisations. Et on va avoir envie de changer quelle est la touche Alt, surtout si vous êtes sur Mac. Alors, on peut faire ça depuis Emacs, bien sûr. Donc, on va essayer dans le menu Help. Et il y a un sous-truc, non, c'est une option, pardon. Un sous-truc qui s'appelle Customize Emacs. Hein? Alors, je vous propose de cliquer sur Top Level, Customization Group. Et là, voilà un autre buffer qui n'est pas un fichier. Donc, dans ce buffer-là, on est occupé à sauvegarder. Alors, que vous le croyez ou non, ça, ce n'est pas vraiment des boutons. C'est juste du texte, c'est dans un mode, une police de caractère spécial, ça s'appelle une face sous Emacs, qui fait en sorte que sous X11 ou sous Aqua, sous Cocoa pour moi, ça fasse un bouton. Mais si vous étiez dans un terminal, ça ne ferait pas un bouton, ça ferait un effet graphique, semi-graphique, avec du texte. Et donc, si on veut bien, il y a toujours dans un buffer que des lettres, que du texte. Il n'y a pas de support dans Emacs, ou très peu, pour ces trucs-là, là, pour une intégration graphique complète, comme on peut en avoir dans comment ça s'appelle, Atom, par exemple. On n'a pas accès à un canevas sur lequel on peut dessiner. On a accès à du texte, de façon à rester compatible avec les cas où on a Emacs en texte. Bien. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? On peut faire Search. On fait Meta ici. Et puis là, je vais essayer le bouton Search avec la clavier. J'appuie sur Entrée, attention. Ah, ça marche. Non, c'est pas ça. Ah, mince. Alors, à chaque fois que je navigue dans les customisations, ça ouvre un nouveau buffer. Il ne faut pas être perdu. On peut toujours y revenir grâce au menu Buffers ou avec CTRL-X, CTRL-V, comme on a dit. Alors, je suis en train de me rendre compte que ce n'est pas forcément facile de découvrir comment on configure la touche méta. Alors, je vais faire une avancée. Est-ce qu'il y a déjà? Voilà. Donc, si vous cherchez sur l'Emacs Wiki, vous trouverez les problèmes de touche méta. Et pour Mac, native White pour notre cas, ce sont les Mac options modifieurs, Mac commande modifieur et Mac commande truc. Et il y a un groupe spécial pour ça dans la customisation qui s'appelle NS, Next Step. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Next Step, je n'ai pas trop le temps d'expliquer. Et c'est ce qu'il y avait avant Mac. Donc on cherche NS. On va le faire comme ça non plus. Alors, MetaX, Customize, groupe cette fois. Je commence. Groupe. Je vais choisir NS. Voilà. D'accord, c'est pour ça que ça fait comme ça, parce que c'est le contraire. Donc, je peux configurer le NS Alternative Modifier et le NS Command Modifier. Donc, si moi, je veux commande qui soit méta, je clique là. C'est ce qu'on fait. On clique sur le... Voilà. Et je choisis méta. Et pour le Alt, je vais laisser tranquille. Je vais le ramener à No Modifier, ce qui fait qu'il va faire les caractères accentués, comme c'est normal sur Mac. On essaye. CTRL XB. On scratch.
Donc là, je fais option E. Ce que je voulais. Meta X. On fait ce que je veux non plus. Ah oui. Pour l'instant, je n'ai rien changé, c'est normal. Donc, je reviens dans Customize Group, NS, et je fais Apply. Yes. Essaye. Donc, Alt E, ça fait bien E chapeau, autre chose. Alt T pour TM, Alt T pour TM, pardon. Et Pomme X, Meta X. Maintenant, ça fait ce que je veux. Bien. Une petite question. Oui. Cette partie NS, c'est un module au-dessus des Mac ou... C'est une classe des options customisables. Donc, les choses customisables, customize. Je peux customiser une variable. Je peux customiser un groupe. Je peux customiser une face, c'est-à-dire les polices de caractère. Donc, si vous avez envie de changer de couleur, ça se passerait par là. Donc, dans les groupes, il y a des classements sur toutes sortes de sujets et de choses qu'on aura envie de configurer. Moi, je dis que c'est riche. Mais pourquoi ils n'ont pas fait un key binding générique et pourquoi il y a du spécial NS, je veux dire Alors, c'est uniquement le fait que ça soit customisable par ce moyen-là qui est spécifique du Mac. Je ne sais pas si je suis clair. La variable, elle existe. L'effet de cette variable, elle va exister aussi sur des machines qui n'ont pas une touche commande. Mais leur idée, enfin, l'idée de celui qui a conçu cette distinction-là, c'est que c'est plus confortable de n'avoir ça que pour les Mac, puisque c'est un problème qui se pose surtout sur Mac. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, c'est comme ça que c'est fait. Est-ce que ça répond à la question? À peu près. Parce que t'es arrivé comment dans ce menu NS? T'as fait une recherche NS? NS. Voilà, tac. NS comme next step. Ouais, du coup je l'ai pas, alors vu que je suis pas sous Mac, c'est peut-être pour ça. Et non. Alors, tu peux partager l'écran pour choisir comment on fait pour changer la touche méta? Je veux pas changer, mais je... Attends, mais je partage pas l'écran là en ce moment. Si. Non, je reprends la main. Vous voyez l'écran là? Ouais. Si je fais NS. Ça ne pas. Ouais. Alors, cherche Alt peut-être là-dedans, comme la touche Alt. Un moteur de recherche en haut. Oui, mais pour monter, tu vois, c'est compliqué quoi. Tu fais Search. Non, c'est pas par là que ça se passe. Alors toi, tu as choisi quelle touche pour faire méta? C'est le Alt par défaut en fait. Je peux... Mais toi, tu voudrais que ce soit comment, toi? Excuse-moi, j'ai pas compris. C'est quoi? Quelle est ta préférence? Ah, le Alt, il me va très bien. C'est juste que je comprenais pas pourquoi il y avait du NS, donc du spécifique au système d'exploitation dans Emacs. Parce que sur un Mac, il y a en quelque sorte deux touches Alt. Tu peux choisir entre options et commande. Oui. Alors, personnaliser, c'est bien. Persister la personnalisation, c'est mieux. On va continuer dans notre quête d'autonomie par ça. On veut maintenant sauvegarder le changement qu'on vient de faire. Alors, je dis où maintenant? Je suis perdu tout le temps là-dedans. J'ai encore fermé la fenêtre, on dirait. Ah, j'ai navigué depuis. D'accord, c'est bon. J'ai navigué depuis longtemps. OK. Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder un buffer customize? Est-ce que CTRL-X, CTRL-S, ça marche? Bah oui. Non, pas lui, l'autre. Je vais fermer mon Emacs de travail visuel. Voilà. Donc, je suis dans mon buffer, lequel déjà? Ok, j'ai customisé quelque chose. On voit qu'il y a des étoiles, comme si c'était une chose sauvegardable. Et je sauvegarde. Save all settings in this buffer, yes. On ne demande pas un nom de fichier, là, par exemple. On demande de sauvegarder. Ah! Ça a modifié mon
.emacs.d/init.el. Alors, si vous faites ça, vous allez voir autre chose. Ça va juste modifier notre .emacs. J'ai lancé Emacs dans une configuration où il charge ses fichiers de configuration ailleurs, si je n'ai pas envie d'interagir avec ceux de ma vie au quotidien. Mais vous allez probablement voir quelque chose du genre root users intel/.emacs, tout court. Donc, il y a plusieurs façons d'organiser ces fichiers de configuration, et je vais vous en recommander une moderne, c'est de le faire dans un répertoire .emacs.d. Et il faudrait qu'il s'appelle init.el. Donc ça, c'est le sujet, ce qu'il y a derrière. Alors, qui est-ce qui a envie de prendre la main pour démontrer ça? Comment on fait ça depuis Emacs lui-même, bien sûr. De renommer son fichier de conf d'Emacs. C'est involontaire. Moi, je l'ai déjà fait. D'accord? Je peux le défaire, ouais. Alors, je peux le défaire aussi. Donc, je vais déjà l'ouvrir. Emacs. Je ne sais pas si comme ça, je ne peux pas facilement voir les fichiers points comme ça. Je vais faire un clavier. .emacs start over init.el. Donc, je fais file save as. Ah, c'est CTRL-X, CTRL-W. Moi, je le fais bien entendu à l'envers. CTRL-X, CTRL-W, file.emacs. C'est pas si pratique que ça, Efficaster, décidément. D'accord? Ça marche aussi dans l'autre sens. Et en fait, si vous voyez bien, je crée un répertoire à la volée. Celui-là n'existe pas encore. Pour Emacs, ce n'est pas un problème. On confirme, c'est fait. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez nommé votre .emacs sous le nom .emacs.d/init.el. Eh bien, je vous propose de redémarrer Emacs parce que maintenant, c'est votre nouvelle definition of done. Si vous avez suivi le diverticule en début de slide, à chaque fois que vous voyez ça, ça veut dire que vous avez gagné un niveau. Vous devenez plus exigeant avec vous-même en matière de maîtrise d'Emacs. Donc, bienvenue au niveau 2 d'Emacs. À partir de maintenant, vous avez résolu le Rubik's Cube, vous pouvez progresser à une étape suivante du Rubik's Cube seulement si votre .emacs fonctionne, c'est-à-dire si Emacs redémarre sans erreur. Et en plus, bien entendu, ce que vous avez demandé, ça doit rester. Alors, pendant que je vous laisse essayer, si c'est le cas chez vous, après avoir déplacé votre .emacs, je vais vous montrer en quoi consistent les changements qu'il a fait. Il les a fait sous la forme, bien entendu, de code en Emacs. Alors ça, faut ignorer. Ça, c'est l'homme derrière le rideau de Shakespeare. Pour vous, il va avoir écrit uniquement cette partie-là, avec les customizations qu'on vient de faire sous la forme de code Lisp. D'accord? Alors, le Lisp, juste un petit mot en passant. Le Lisp, c'est d'une certaine façon, c'est le point de fuite de tous les langages, c'est que personne ne veut programmer dedans. Une des principales raisons, c'est que sa syntaxe de surface est exécrable. Donc là, par exemple, si je fais ça, ça ne marche plus. Ça c'est dur. Si j'enlève l'apostrophe, ça ne marche plus non plus, bien sûr. Si j'arrête avec CTRL-Z. Ça, c'est pour la question inconvénient. Pour la question avantage, sa syntaxe de surface, est tellement simple qu'on peut facilement faire un programme qui crache du Emacs Lisp. C'est ce que fait le module Customize. Il arrive très facilement à sérialiser ce qu'il a configuré sous la forme d'un fichier de conf. Puis ça, c'est ce qu'on veut, parce que quand on le quitte et qu'après on relance, et là, des soit, non seulement ça marche, mais en plus, la touche métal continue à marcher. J'essaye, attention, j'appuie sur Command X, comme on voit en bas, et ça fait métal. Bravo. Bien, je vous laisse arriver jusqu'à ce point-là. Donc tout le monde doit avoir un .emacs.d/init.el. Et il y a un petit diverticule d'autres choses qu'on a envie de configurer, par exemple. Les touches.
Ça, on a déjà fait. Ah, je déteste CTRL-Z pour undo. Enfin, je voudrais que je CTRL-Z, pardon. Au contraire, c'est le contraire. Je déteste ce que tu fais CTRL-Z par défaut, c'est-à-dire miniaturiser Emacs. Ouais, CTRL-Z. Non, personne ne veut ça. Donc, CTRL-Z, on est quand même dans une civilisation qui a admis que CTRL-Z, c'était undo. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Comme ça. Je vois une question. Laurent. Non, c'est juste, si tu avais donné un exercice, c'est tout. D'accord. Voilà. D'accord, donc tu as réussi l'exercice, tu as un init.el. Donc, on peut bien entendu modifier son .emacs.d/i.el nous-mêmes. Alors, c'est parti. Alors là, je vais avoir un problème, c'est que j'ai viré. Non, je sais pas, c'est bien. Donc, je vais rajouter n'importe où. Au début, à la fin, ça n'a pas d'importance. Cette formule magique que vous trouverez dans le slide. Je sauvegarde. Je quitte. Je relance. On va prendre un peu plus tard, comme on n'est pas obligé de faire ça, comme on peut tester nos changements de conf sans redémarrer une unité. Et hop, CTRL-Z. Oui! Alors, tâche intermédiaire pour tout le monde, faites en sorte que CTRL-Z fasse ce que vous voulez. Dès que c'est fait, vous pouvez lever la main. Moi, je crois que j'ai un train de retard, mais pour sauvegarder mon Emacs-D, il faut que je parte Alors, un partage. fichier vide. Non, pas forcément. Tu peux prendre celui que tu as déjà. Partage ton écran. Ça y est, je fais. Donc, je le prends où, celui que j'ai déjà? Je le Il s'appelle cherche. .emacs. Il s'appelle tilt/.emacs. Ok, donc je peux prendre celui-là. Alors, si tu avais déjà un .emacs.d, il doit être quelque part dedans. Cherche init.el. Non, il n'y a rien du tout pour l'instant. Alors, il faut que tu personnalises quelque chose pour qu'il y ait quelque chose à sauvegarder. Pour l'instant, il n'y a juste pas de conf du tout, en fait. Si tu n'as rien changé, il n'y a rien à sauvegarder. Alors, commence par le CTRL-Z. Oui, alors, donc, du coup, oui, pour toi, qu'est-ce qu'on peut. Alors, promène-toi dans les buffers de personnalisation et tu cherches quelque chose que tu voudrais changer. J'en sais rien au début ce que je veux changer. Alors, par exemple, si tu tapes du texte. Là, si je veux changer justement mon CTRL-Z, je peux pas le faire directement sans aller éditer le fichier. Je crois pas. Je ne crois pas que tu puisses facilement customiser le comportement de CTRL-Z. Là, tu es obligé de faire un petit peu de formule magique, comme j'ai montré. Alors, dans ce cas, c'est pas grave. Crée-toi un fichier vide et puis mets dedans effectivement le. Donc, je me crée. Mais je peux pas créer un fichier vide sans l'enregistrer avant? Si. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Mais là, si je fais new. Il ne va pas créer le fichier au moment où tu l'ouvres. Il va créer le fichier au moment où tu sauvegardes. Ok, il me dit que new file is undefined. Alors, fais-le avec le clavier. CTRL-X, CTRL-F. Donc là, c'est pour ouvrir. Attention, parce que tu avais fait escape avant. On recommence. Voilà. Okay. Slash, tu effaces tout ça. .emacs.d. Voilà. Init.el. EL comme Emacs. Voilà. Ok, mais donc, je l'ai nommé avant, je peux pas avoir un new file sans avoir de nom. Non, effectivement. Mais là, le fichier n'existe pas encore. Si tu cherches avec le. Ah, il n'existe pas. C'est au moment où je le sauve que là, si je sauve, il va faire un fichier vide. C'est ça. Donc, CXCW. Et là, je fais Enter. Je précise. Attention. Voilà, c'est bon, maintenant il existe. Et donc, je peux aller écrire maintenant ça dedans. Global set key, blablabla. Ouais. C'est bon.
Alors, on peut deviner ce que ça veut dire. Hein. Donc, on voit que c'est un appel d'une fonction, un Emacs list. Donc, le premier morceau de la parenthèse, c'est la fonction qu'on veut appeler. Tout à l'heure, on a vu custom set variables. Maintenant, c'est global set key. On peut deviner ce que ça veut dire global set key. On voit que le premier paramètre, c'est CTRL-Z, c'est une séquence de touches. Ah, je pense que tu veux quitter quand même. Oui. Je veux rien sauvegarder de ce que j'ai fait. Tu fais no. Oh. Exit anyway, yes. Voilà. Donc on peut deviner comment marche Emacs Lisp. Hein. C'est des fonctions, c'est un langage impératif. Vous en avez déjà vu. Le premier mot, c'est le verbe, et puis les mots d'après, c'est les couplets. Comment? Tu as toujours ce truc au départ? Alors, on apprendra comment on peut l'enlever, oui, comment on enlève la pub. Ok, donc pourquoi j'ai déjà des buffers? Alors, nous, Emacs, c'est la pub, et message, c'est le debug. C'est l'endroit où il dit les messages les warnings ou les notices pendant le chargement d'Emacs. Mettons dans le buffer scratch, au milieu. Là, tape un peu de blabla. Ça va marcher. On commence. Double focus. Voilà. Donc maintenant, je tape quelque chose et je tape mon. CTRL Z. Pas commande Z, la CTRL Z. Le vrai contrôle. Okay. Voilà. Ça marche. Merci. Je continue? Donc, à partir de maintenant, on va pouvoir apprendre à mieux configurer Emacs. Et ça, c'est pareil. Il va y avoir des choix de direction à faire. C'est un tellement vaste territoire pour contrôler la configuration d'Emacs. Il y a plein de façons de faire. Donc, je vais vous en enseigner une qui est aussi moderne que possible. Donc, celle avec Customize, elle est moderne. Vous pouvez faire autant de custom que vous voulez. Vous prenez dans tous les menus pour voir ce qui est disponible à customiser. C'est ce pourquoi les auteurs de pactage ont fait des efforts pour vous, pour que ce soit facile. Et pour le reste, comme les touches, par exemple, on va prendre des petits fragments d'Emacs Lisp qui permettent d'arriver à cette fin. D'accord? Donc, justement, on parlait de la fonction global setKey. Si je veux savoir ce qu'elle fait, eh bien, je vais pouvoir faire CTRL-H comme aide, help. Et là, je peux avoir accès à un menu qui dit toutes les formes d'aide que je peux avoir. Et moi, ce que je veux, c'est CTRL-H pour fonction. CTRL-H, fonction. Par défaut, c'est celle sur laquelle est mon curseur. Très bien. Et voilà. Donc, comme on l'avait deviné, la première chose, c'est key. Ah, c'est ça. La deuxième chose, c'est commande, undo. Qu'est-ce que c'est une commande? C'est une fonction qui a l'attribut interactif. Donc, toutes celles qui sont accessibles avec MetaX, toutes celles-là, il y en a qui sont interactives, mais pas toutes. Non, pardon. Désolé, je refais. Toutes ces commandes sont interactives. Donc, si elles sont dans le palette, elles peuvent aller sur une touche. Vous avez accès à tout ça. Il y a d'autres fonctions qu'on ne voit pas là, qui servent uniquement aux programmeurs. Par exemple, custom set variables n'est pas une fonction interactive. Si je fais l'aide dessus, CTRL-H, F, n'est pas interactive. Celle-là, je ne peux pas la mettre sur une touche parce que ce ne ferait pas tellement de sens. Donc, en procédant par mimétisme avec ça, vous pouvez configurer vos touches comme bon vous semble pour toutes les commandes. Alors, ça, je vais vous laisser essayer un petit peu. Pour le copier-coller, vous allez en baver si vous n'avez pas envie d'apprendre des nouvelles combinaisons de touches. Donc, il y a un truc qui s'appelle le CUA mode. Est-ce que vous aimez bien ça ou est-ce que vous êtes de la vieille génération comme moi, est-ce que vous voulez apprendre les touches d'Emacs parce que peut-être c'est plus dans l'esprit ou je ne sais pas, vous avez commencé comme ça. C'est à vous de décider. Et pour ça, c'est à vous de savoir comment on active et désactive le CUA mode. Donc, je vais le faire en silence, ceux qui n'ont pas envie de deviner. Mais je vous laisse rechercher comme vous faites.
Hop. Je sélectionne. Je fais comics. Ça marche pas. CTRL X. Et CTRL V. Oui. Donc, si vous voulez un copier-coller civilisé, malgré le fait que c'est Emacs, c'est possible. Non, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour le rendre permanent? Bah, pas sorcier. Voilà. Tu peux juste me expliquer ce que c'est le CUA? CUA, c'est Common User, je sais pas quoi. Ok, c'est-à-dire? C'est une définition des touches communes entre tous les programmes sous Windows. Je ne suis pas sûr que ça date de Microsoft lui-même, je pense que c'est IBM qui a fait ça. Access. IBM Common User Access. Ok. C'est un standard pour les fonctions de copier-coller essentiellement. Avant, voilà, on ouvrait avec F7.3, c'est pas terrible. Donc F5 pour rafraîchir. Ces touches-là, voilà, c'est peut-être si vous avez les touches de la TNCA, ce ne sera pas le cas sur un Mac. Et d'autres trucs avec l'aide pour F1, par exemple. Tout ça, c'est des choses que tous les programmes sous Windows font depuis longtemps, mais comme Emacs était bien avant Windows, lui, il ne faisait pas comme ça. Donc, c'est un mode, choisir d'activer ou pas. Donc, je vous laisse décider si vous voulez continuer avec ou sans CUA mode. Et par défaut, c'est 100. Par défaut, c'est ça, bien entendu. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une chose qui ne fait pas tellement de sens, c'est que le contrôle, c'est déjà réservé normalement. CTRL X, ça ne devrait pas faire ça. Donc, en mode CUA, la différence, c'est est-ce qu'il y a une sélection ou pas. Sauf que, bien sûr, sous Emacs, ça ne s'appelle pas une sélection, ça s'appelle une région. Donc, encore une fois, Emacs a décidé de ces termes alors que le mot sélection n'était pas encore d'usage commun dans l'industrie. Donc, si la région est active, alors CTRL X fera couper, sinon il fera une touche préfixe où il faut mettre quelque chose d'autre au bout. Je rappelle une fois sur CTRL X maintenant. X. Là, je vais faire CTRL H pour savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme touche après CTRL X. Alors, CTRL X, ça c'est important, même si vous regardez CUA mode, il y a énormément de pactages qui vont supposer que le CTRL X, c'est pour les extensions. X comme extension. Donc, c'est le bon endroit pour mettre des tas de trucs qui doivent être accessibles dans tous les modes, de tous les buffers. Par exemple, des opérations sur les rectangles. Et ça, c'est pas la peine de commencer une croisade pour changer CTRL X, c'est CTRL X et c'est rien d'autre. Je vous déconseille d'essayer de changer ça. Donc, même si vous avez le CUA mode, la grâce qui fait que c'est possible, c'est que CTRL X marche différemment suivant qu'il y a une région ou pas. OK? Donc moi, j'aime pas CUA mode. Vous avez compris. Je l'enlève. Hop, exit CUA mode. Hop, sauvegarde. Balance. Et du coup, le CUA mode, à part le contrôle, les copier-coller, ça fait plein de trucs. Bah, ça fait que la touche F1 fonctionne, par exemple. Je crois qu'elle marchait déjà avant. Quand même, il y a un minimum. Peut-être même qu'on peut quitter avec Alt F4 quand on a CUA mode, je ne sais pas. On essaye. Parce que moi, dans les options, je peux activer le CUA mode pour le copy-paste, enfin pour tout ce qui est copier-coller, mais c'est pas je pense le full CUA mode, c'est peut-être qu'une partie. D'accord. Alors honnêtement, je n'ai pas exploré en entier. Effectivement, s'il y a des modules, enfin, des espèces de pactage, sous-pactage en dessous de CUA mode, je ne sais pas comment ça marche. D'accord, donc apparemment, on peut choisir par morceau, ça c'est bien. Il y a sûrement un groupe de customisation aussi. Customize group. Backtab is not defined. À toi de le définir. C'est là. Qui comment faire ça? Voilà. CUA enable, CUA tease. Tu peux même faire changer le curseur quand il est en marche, c'est rigolo.
Je peux le faire appeler, montrer un mode line ou pas. Je le fais encore. Donc, bien sûr, c'est celui-là qui est intéressant. Le gros, le majeur, c'est celui-là. Et apparemment, on peut servir pour répondre à la question lue tout à l'heure, on peut customiser CTRL-Z aussi en adoptant CUA mode. Voilà. Bien. Alors, on revient au programme. Alors, comme on a pu le voir tout à l'heure, ouvrir un fichier PHP, ce n'est pas la fête pour l'instant. Et ça, dans la quête pour devenir autonome, ça va être bien entendu la prochaine étape. Apprendre à votre Emacs à parler autant de formats de fichiers que vous en utilisez tous les jours. Et ça, malheureusement, en 2022, ce n'est pas le comportement par défaut. On va donc apprendre à connaître les packages. Alors, c'est parti. MetaX package list packages. Donc ça c'était là. Voilà. Entrée. Il y a les packages GNU et les packages non GNU. Je ne fais pas un dessin sur l'aspect soviétique de ces systèmes de gestion. Et en plus, il n'y en a pas la moitié. Il n'y a pas ceux qui sont intéressants. Il va donc falloir préciser qu'on veut aussi les packages qui sont à l'ouest du rideau de fer avec ce fragment. Je le mets dans mon .emacs.d /init pour le L. Non, ça c'est l'autre. C'est le grand. Je mets là par exemple. Je garde. Hop. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Ah, ça y est, j'ai cassé là. Donc là, j'ai violé ma definition of done. D'accord? Je vais régresser. Donc, il m'est arrivé, à ma grande honte, de devoir lancer VI pour dépanner ma configuration Emacs. Eh bien, pourquoi? Parce que au moment où on arrive là, package archive, c'est une variable qui n'est pas définie. Si on le vérifie, comme ça, j'en lance un deuxième pour qu'on voit le message d'erreur. Symbols value as variable is void. Donc ça, c'est le langage des années 70 pour dire la variable n'existe pas. Pourquoi? Ah, j'ai oublié de requérir le package d'abord. J'ai oublié d'importer ce qu'il fallait. Hop, je corrige. Hop, donc c'est tellement extraterrestre le concept d'avoir envie d'autre chose que c'est déjà dans Emacs, que le package n'est même pas actif par défaut. Il faut le charger dans son propre Emacs pour avoir accès à l'extension. C'est comme ça. Et maintenant, si je fais MetaX package list packages, là, j'ai accès au monde libre. Avec un truc qui s'appelle Melpa et des numéros de version qui permettent d'un seul coup d'œil de juger de l'écologie de projet. Si ce n'est pas 2022, passez votre chemin. Puis il y en a une NPT, bien sûr. Alors, on va se servir, on va se faire plaisir. C'est quoi qu'au programme? Le mode PHP, il s'appelle pas PHP mode, non, bien sûr. Il s'appelle web mode. Donc là, pareil, il va y avoir une variété d'opinions divergentes sur ce sujet-là. Moi, ma recommandation, c'est de prendre un mode web moderne qui fait tout. HTML, CSS, JavaScript, et qui détecte correctement lequel est lequel en fonction du contexte. Donc c'est parti. J'installe webmode. Je cherche avec CTRL-S, ça marche ici aussi. Web-mode. Pas celui-là, pas multi-webmode. Je commence par W. Ah, et je fais quoi maintenant? Comment j'installe? Je clique. Il y a sûrement un raccourci clavier pour installer. Vous vous rappelez de CTRL-H de tout à l'heure? Ou de help? Dans help, il y a describe. Il y a plein de trucs qu'on peut describe. Et en particulier, on peut décrire le mode courant. Et dedans, on va trouver les touches qui vont bien. On va trouver
I pour package menu marque install. Ah, ça met un I. Et on va trouver X pour package menu execute. Donc, je fais mon shopping d'abord, je fais mon panier dans un site web, et quand je suis prêt pour checkout, je clique sur X. Package to install 1. Possible? Oui. Certes. Hop, voilà, ça y est. Donc maintenant, WebMod, il est passé dans la section Installed. Cool. Alors, je vais ouvrir mon fichier PHP. J'ai une question, Dominique. Ouais. Est-ce que Silver Searcher, c'est un package? Oui, ça s'appelle AG. Index.php. Ah non, tu déconnes. Ça marche toujours pas. C'est pas parce que j'ai installé le package qu'il est configuré encore. On va voir ça comme on fait tout de suite après. C'est pas quand même la fin du monde. Si je fais webmod, c'est une commande maintenant. Et elle fait ce que je veux. C'est type Abo et Max. Donc bien entendu, ça sera moins douloureux et plus flexible dans n'importe quelle IDE du marché. Même pas les bons. Je vous donne un spoiler du chapitre 2. Configurer Max pour faire un IDE décent, c'est du travail. Mais l'investissement que vous faites en la matière ne sera pas perdu dans 20 ans. Donc là, on peut dire, mais de toute façon, c'est un truc de vieux. C'est un truc de gens qui raisonnent sur le moyen terme. Donc là, ce qu'on veut, à ce stade, c'est écrire dans notre point Emacs que quand c'est un point PHP ou un point HTML ou un point quoi d'autre, ça va suffire. Point PHP ou point HTML, on veut l'ouvrir avec WebMod. Comment est-ce qu'on dit ça? Encore une fois, il y a 1000 façons de le faire. Je vais vous recommander une façon moderne. Pourquoi pas un JavaScript? Alors, parce que tu vas préférer JS mode pour celui-là ou TypeScript mode. Web, c'est vraiment pour le cas où tu as du mélange. Tu vois, il est malin là quand même. Donc là, il a repéré que c'était du PHP dans une chaîne, par exemple. Donc il y a un package exprès pour JavaScript, tu dis, ou TypeScript. Je pense que c'est mieux pour ça. Voilà. Donc moi, j'ai pas envie, c'est personnel. Peut-être que WebMod, il fait tout, il fait le beurre et l'argent du beurre. Peut-être c'est une bonne idée, je sais pas, j'ai pas essayé. Pour moi, j'ai pris un autre mode spécial pour JavaScript. Donc là, c'est pareil. On peut avoir un avis divergent sur la question. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va rendre ça persistant? Ben justement, c'est la suite. Alors, c'est où ça? Non, c'est pas là. Non. C'est en dessous, je pense. Voilà. Pour plusieurs raisons, le système de pactage n'est pas au cœur de l'extensibilité des Macs. D'abord parce que ça date d'avant une époque où des choses comme Melpa existaient. Et ensuite parce que Stallman, ça ne lui plaît pas, c'est déjà. Il faut bien être honnête. Donc, moi, je vous recommande de résoudre ce problème avec de l'Emacsys, évidemment. Et pour ça, je vais vous propose un pactage qui s'appelle usePackage, que je vais vous laisser installer avec la fonctionnalité de packages que je viens de montrer. Et on va le configurer comme ça. Alors moi, ce chapitre-là, ça fait depuis hier que je bute dessus et ça n'a jamais voulu m'installer WebMod. Alors, regardez ça. Et là, en faisant ce que tu nous as fait faire, là, de cliquer sur IX dans la config, ça marche enfin. Mais j'ai lu la doc de usePackage, ils m'ont fait rajouter un truc que tu n'as pas mis toi. Ils t'ont fait rajouter un système de bootstrap. Parce que usePackage, c'est comme ayant dépassé package lui-même. Et ça, je vous recommande de ne pas le faire. Je ne vous recommande de ne pas lutter contre le sens de la décennie et du long terme de RMS. Si Stallman dit que c'est package, je vous recommande de vous aligner derrière. Je vous recommande de ne pas choisir un de ces concurrents. Donc, dans la mesure où usePackage s'intègre avec, c'est ça qu'il faut faire. Même si ce n'est pas l'avis de l'auteur de usePackage. Donc, on l'installe à la main, comme on vient de le faire, c'est-à-dire que ça ne marchera pas tant que vous n'avez pas fait MetaX, package, list, packages, entrée, chercher usePackage IX, ou, bien entendu, MetaX, package, install, parce qu'il y a aussi une commande pour ça, bien sûr. usePackage.
est déjà installé. Alors, évidemment, ça ne complète pas pour moi. J'installe un autre. Pour répondre à la question de Nicolas, ça s'appelle ajout. Tant que je n'ai pas fait ça, require use package ne marchera pas, bien sûr. En fait, il y a besoin des deux. Il faut l'installer avec package et il faut faire package initialize. Parce que si ce n'est pas le cas, Emacs ne changera même pas son chemin d'accès, l'équivalent du Python path, l'autre path d'Emacs, il ne changera même pas de façon à faire en sorte de s'intégrer avec son propre gestionnaire de package. Si vous ne faites pas package initialize vous-même, si vous faites juste require package, le package ne marche pas. D'accord, donc j'ai raté l'étape de l'installation. Je pensais qu'il Installation et activation. Ouais. Voilà, donc ça c'est dans la version, c'est dans le chapitre 2 ou 3, je ne sais plus. Il y a une façon d'installer ces packages as code. Elle est difficile, je vous propose de ne pas l'étudier aujourd'hui. Ça s'appelle Kelpa, Q-U-E-L-P-A, pour ceux que ça intéresse. Alors, comment j'ai fait ça, là? La regex de tous les fichiers qui se finissent par HTML ou PHP. Grâce à Regex Builder. Je vous laisse regarder la démo vidéo. On peut faire une regex par essai-erreur grâce à Regex Builder. Puis je vois les matchs. Donc, dès que ça match les 3 du haut et pas les 3 du bas, j'ai gagné. Ah, j'ai un contre-exemple encore. Je ne veux pas les HTML en début de nos fichiers. Donc, je peux le faire à tâtons. Je peux le faire en lisant le RTFM. Alors, la doc, c'est MetaX info. Et il y a plein de sujets d'info, bien sûr. Donc, je vais à Emacs, entre parenthèses. Les parenthèses, ça veut dire chapitre majeur ici. Et si je cherche CTRL-S regex, eh ben, j'ai une introduction théorique dans le style cher à RMS que vous avez vu tout à l'heure, sur tous les caractères magiques d'une regex, et en particulier celui qui veut dire fin de phrase, qui n'est pas comme tout le monde, bien entendu, c'est l'apostrophe. Il est où? Il n'est même pas là. Dans une page suivante. Et je ne sais même pas où essayer de jouer. C'est pas grave. Donc ça fait beaucoup de choses à apprendre, bien sûr. Ce n'est pas le sujet de les apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste copier-coller ce morceau-là, puis s'en inspirer pour d'autres choses. Ah, c'est pardon. Là, je choisis $ comme phrase, mais ce n'est pas tout à fait correct. J'aurais pu le construire aussi. J'aurais pu appeler une fonction qui construit une regex à partir de plusieurs suffixes, par exemple. Mais ça, c'est ce que vous trouvez typiquement sur Internet, des extraits de ce genre-là. Et ça veut dire, je veux utiliser le package web mode, et je veux que ça soit le mode pour les fichiers qui sont de ce genre-là. Alors, on essaye. Et ce package, il met juste en forme avec les couleurs, ou il fait d'autres choses? Alors, on va voir tout s'y rajoute. LHD, index.php. Là, il a son mode à lui, web mode. Là, le truc à explorer, là. Donc, par exemple, il peut fermer tout seul les tags HTML. Donc ça, j'aime assez ça. Donc ça marche déjà. Alors, c'est au close. CTRL-C, CTRL-E, slash. C'est parti. Body. CTRL-C, CTRL-E, slash. Je recommence. J'attends bien. CTRL-C, CTRL-E, slash. Voilà. Bien. Alors déjà, j'ai passé pas mal de milestones là. Hein. Avec l'heure 11 qu'on y a consacrée, je suis déjà devant pas mal de trucs à la... comment il s'appelle, la Notepad++ et tout ça, qui sont complètement inflexibles pour l'association entre les noms de fichiers et les modes, par exemple. Parce que c'est censé être la responsabilité du système d'exploitation, non? Alors,
Plutôt du gestionnaire de. Ce programme, Emacs, s'adresse aux gens qui ont l'intention de consacrer l'effort qu'il faut pour que leur environnement de travail fonctionne exactement comme eux l'ont décidé. Ça peut être extrêmement frustrant. C'est toujours possible. Et vous savez où trouver si vous rencontrez des difficultés dans ce genre d'entreprise. Quelqu'un d'autre a des problèmes à installer Use Package? Alors vas-y, partage. C'est pas pour moi, Emacs. Mais si. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ne suis pas la doc. Alors, je suis pas la doc, regarde, ça fait 15 minutes. Hein. Alors, MetaX, install package. Non, package install. Package, install. Ret, use package. Alors, est-ce que tu as activé le pas? Oui. Bon. La preuve. Fais CTRL-G ici pour sortir du. G. Essayer 3 fois. Alors, cherche use package dans la liste. CTRL S, use-package. Et, voilà. Donc, tu n'as pas mail pas. J'ai même pas. Mon même pas, il est même pas. X, F. Putain, contre X, contre F, init, L, Nien, même pas. Nien. Est-ce que tu as initialisé package avant déjà? Require package. Oui, mais est-ce que tu l'avais déjà fait précédemment? Je sais pas, j'ai pas un truc. J'ai un peu d'artifacts de SpaceMax. SpaceMax, d'accord. Est-ce que tu as quitté, relancé déjà fait, est-ce que tu peux lire la valeur de package archive? Donc tu mets ton curseur dessus. Curseur dessus. Tu demandes l'aide sur la variable. Donc ça c'est CTRL H et je te laisse deviner la touche d'après pour variable. V. Create. Donc il n'y a que GNU. Comme tu peux voir, il n'y a pas mail pas. Alors, essaie de le quitter et de recharger. Peut-être c'est CTRL-X, CTRL-C. Peut-être c'est SpaceMax qui micromanage ta valeur de package archive, ce qui serait très dommage. En fait, mon CTRL-Z, il ne marche plus. Là. Il est aussi pété avant de marcher. Alors, quitte et relance. Ah, tu viens de le faire, excuse-moi. J'ai raté l'étape. Non, c'est bon. Donc là il n'a pas sourcé mon. Ah, bah non, regarde ce qu'il dit. Il s'arrête au milieu. Oh, shit. Donc, efface tout le reste de ton point max, sauf ce qu'on a fait ensemble. Non, je vais. Sinon, tu le déplaces au début. Je vais faire de la mise à jour. Ce qui marche, tu le mets au début, sinon. Au moins, ça sera exécuté jusqu'à cet endroit-là. Ça peut t'aider à jour. Très bien, tu préfères la voie difficile. Je t'y encourage. Alors, on continue. Merci pour l'aide. Vous avez vu que j'avais le thème d'art quand même. C'est bien, c'est bien. Alors, pour conclure, parce qu'il y en a qui sont contraints par l'heure, merci Laurent d'être resté avec nous plus long que le dojo déjà. Je vous propose d'aller tout de suite à la première killer app qui va justifier le require et bientôt demi que vous m'avez consacré. Ça s'appelle MyGit. Est-ce que vous voyez l'écran constitue un exercice? Je ne vous aide pas du tout pour ça. Tu nous dis juste à quoi ça sert, ma Git? C'est le Git de Emacs. Je fais une petite démo. CTRL XBB, je pense que ça marche déjà. Non. MyGit status. Hop. Vous avez sûrement déjà vu ça dans d'autres vidéos. Si je fais 4, ça déroule le petit chevron qui est là. LL comme log. Voilà. Je peux suivre les versions, les branches, et je peux faire des tas de trucs cool que d'autres systèmes ne vous laissent pas faire, que vous êtes obligé de sortir en ligne pour vous faire. Je vais vous rapidement faire de ça. Donc, status. Par exemple, je peux faire stage, commit, cc,
Fixe body. Ctrl-C. Ah non, mince, je ne voulais pas mettre ça sur master. Je voulais faire sur une nouvelle branche. Attention, A comme cherry pick. Clean out. Je vais prendre le master et je vais le mettre sur une nouvelle branche qui s'appellera, qui partira d'origine master et qui s'appellera fixe/body. Bam, c'est fait. Donc, quand on sait bien ma bite, on peut avoir fait ça en 10 secondes. Je me défie d'arriver à la même hauteur de productivité sans Emacs. Notre problème, c'est déjà de savoir qu'on veut faire ça. Oui. Alors, si vous avez des questions, si vous bloquez sur les exercices qui sont là, qui mettent en jeu donc installation d'un pactage, configuration avec use package et quelque chose d'autre que 2.mode, parce que c'est une touche aujourd'hui. Alors, il ne faut pas hésiter à demander. Ou appuyer sur flèche vers le bas où il y a des solutions. C'est quoi, Melpa? Melpa, c'est méga ou quelque chose comme ça. EL et MaxList Package Archive. Et de la Je sens, vu l'habitude du public cible, je sens que ça va vouloir dire Melpa is an Emacs list package archive. Mais la doc officielle, elle suggère d'utiliser ça. Milky Postmans. Non, surtout pas. La doc officielle, elle dit vivez dans les confins de la GPL v3 et surtout ne vous en éloignez pas. N'allez pas télécharger n'importe quoi sur Internet pour l'exécuter dans dans votre Emacs. Dans Milky Postman, ça va être le pseudo-clip. Dans Melpa, il y a tout ce qu'on veut. Même un jeu de 2048. J'ai envie d'essayer. MetaX 2048. Voilà, trop bien. Alors, on va voir un peu comment ça marche. C'est formidable. On n'arrête pas le programme. Bref. Donc, la réponse au quiz, elle est là. Donc, pour dire non pas je veux activer le mode quand j'ouvre un fichier avec une certaine extension, mais pour dire plutôt je veux activer le mode quand je tape des touches.
ben, c'est 2.bind, ce qu'on peut savoir aussi en réclamant l'aide de usePackage. F, parce que usePackage, c'est une fonction. Et 2.bind, bind keys. Sauf que là, c'est un peu léger. Alors, heureusement, il y a une doc moderne en web. On arrive à faire son beurre avec. Voilà, c'est ce qu'on a, on a bind. Julien, je peux te poser une question? Volontiers. T'es content avec Emacs 28? Pas So far, so encore, good? Non, mais après, par rapport à la 26, tu dis? Ouais. Non, c'est mes premiers pas. Alors je sais pas, j'ai jamais fait du 26. Donc... Ouais, mais ça a l'air de marcher. Oui, même bien, ouais. Donc 2.bind. Et ça, c'est le point qui est là, c'est comme une flèche. Ça, c'est le membre de gauche. Donc là, on voit qu'il a spécifié ses touches avec une chaîne de caractères, c'est possible aussi. Moi, je l'ai fait avec une séquence dans un vecteur, avec des crochets. Et à droite, la commande, bien sûr. Donc, par extrapolation, on fait quelque chose comme ça. J'ai peut-être été un petit peu naïf sur le coup, mais j'ai fait un global set key de CTRL-X VB en espérant que je pouvais lancer la commande Magit statut. Ouais. Et... Ah bah, c'est très bien aussi. C'est une très bonne idée. Si tu le fais avec usePackage de cette façon-là, Magit ne se chargera pas tant que tu ne tapes pas la touche. Ouais. Ça sera une commande interactive auto-chargeable, auto-loading. Ça, c'est plus difficile à faire avec un global set key. Okay. Donc, je mets ça là. Je peux même aérer un peu. Voilà. Pourquoi il ne me fait pas comme l'autre? Voilà. Donc j'ai le choix. Hein. Là, on conseille dans la doc de le faire avec une chaîne de caractères qui veut dire la combinaison de touches, comme ça. Là. Ça marcherait aussi. Je pourrais remplacer cette partie-là si je le souhaite. Par... CTRL-X, B. Voilà. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on voulait savoir, pour y aller encore un niveau, comment on fait pour charger ces essais de conf depuis Emacs lui-même? Ah, facile. Je me documente sur le mode. Si quelqu'un se rappelle comment on fait? Je clicouille dans les menus Help et je describe quoi déjà? Le mode. Ah, je suis appris par cœur maintenant. CTRL-H quoi déjà? Bah, CTRL-H 2 fois. Comme ça, je relève sur l'aide. Ah oui, M, mode. M. Parfait. On fait notre marché à eval defune. Alors ça, c'est pour une fonction. Un defune, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ça peut marcher quand même, on sait jamais. Tiens. CTRL MetaX, on m'a dit. Hop. Ah, j'ai oublié une parenthèse. Effectivement. CTRL G. Je panique. Donc une parenthèse. Voilà. Je sauvegarde, je réessaye. CTRL MetaX. Alors, il y a trop de crochets, d'accord. Pas fini de. D'accord, comme ça ira mieux. CTRL MetaX. Cette fois, c'est bon. J'essaye. CTRL XVB. Ça marche. Dev, LHD, HTML. Et voilà. Il faut que je vous laisse. Merci beaucoup, Dominique. Je t'en prie, juste encore un dernier point de pub. Il y a un truc qui s'appelle Tramp. Tramp, ça permet d'accéder à des fichiers à distance. Tramp et Magit marchent ensemble sans que tu aies rien à faire. Tu peux donc éditer en prod et committer en prod. Et ça va prendre les configs du Git distant, local, Oui. Oui, les configs du Git distant. Wow. Si tu veux partager un shell à plusieurs, il faut que tu fasses voyager tes variables d'environnement. Donc ça se fait comme ça. Donc moi, j'ai fait ça par principe. Donc il faut que tu send env. Il faut que tu savoir les accès. Parce qu'il faut whitelister les variables d'environnement qui voyagent de cette façon-là. Et si tu as un compte privé sur le serveur distant, tu n'as même pas à t'occuper de ça. Tu configures avec ton author et committer à distance. Et soudain, tu as accès à un workflow qui ne marche que comme ça. Ça, tu peux toujours brosser avec Visual Studio pour faire ça. Ça ne marche que dans Emacs.
C'est plutôt bien. Alors, je vais prendre les questions, parce que peu ou prou, on est arrivé à la fin de ce que je voulais vous montrer. Le reste, c'est des exercices. Donc, si vous regardez la suite, vous verrez que tout ça, c'est des petites choses à apprendre pour passer du personnage que vous voyez derrière à la situation que vous voyez derrière. Donc, je vous encourage à continuer en dehors du dojo. C'est l'enjeu de s'abonner à Remax. Cher Sachez Max. Il y a un truc que tu as dit à propos des packages. C'était Ascode, puis que tu nous déconseillais une certaine méthode. Parce que là, ce que je vois, c'est que faire voyager son fichier de config, le rejouer dans Emacs, ça ne va pas t'installer les packages. Tu dois en plus aller à la main les installer. Donc, quand tu as beaucoup de Je réponds à cette question avec précision. Oui. Ce que tu m'as installé s'appelle Kelpa. Ah ouais, j'ai noté Kelpa, mais je n'ai pas trouvé. Donc, comment tu l'épelles là? C'est Q. Ah, avec un Q, mais voilà. UELPA. Voilà, voilà, super, j'ai regardé ça. Celui-là, il n'a pas de coupe. Donc, il y a un bootstrap, et celui-là, il faut le suivre. Donc, il consiste à installer les conneries de l'interne, bien sûr. Et quand on a fait ça, il vous faut encore un autre truc qui s'appelle Kelpa Use Package. Tu l'intègres avec Use Package. Et quand vous avez fait les deux choses, alors on peut vous dire ça, et ça l'installe. Question bonus, est-ce que ça les met à jour? Oui, sur option. C'est marqué là. Trop bien. Alors, moi, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille, de démarrer Max le matin et de vous rendre compte que quelqu'un a pété votre module favori. C'est pas Windows avec les patchs. Sublime, il fait ça. Hein. Tu le lances, il te met tout à jour, puis il te grinde avec des panneaux. Ok. Ouais. Ok. Moi, je veux pas ça dans mon éditeur. Question de goût. J'ai l'habitude qu'on me casse tout, disons. Voilà. Là encore, des gens experts peuvent être en désaccord sur ce point-là, et c'est très bien comme ça. Moi, j'ai une question 30. Ouais. Est-ce correct de dire que, du coup, on fait un cadre du fichier en base 64 dans l'éditeur, dans le buffer, et quand on le sauve, on fait quoi? On fait le cadre par l'inverse? Comment il fait si quelqu'un d'autre l'a modifié? Comment il gère les logs et tout ça? Alors, c'est de la même façon, en fait, il y a une abstraction il y a une façon de faire le objet en liste, c'est assez particulier, c'est bizarre, mais lire et écrire un fichier, c'est quelque chose qui s'abstrait. Le fait que le fichier ait été modifié pendant que tu l'éditais, c'est pas quelque chose qui est propre. Ok. Donc, il y a un comportement d'Emacs qui va dire tiens, tu es en train de sauvegarder un fichier qui a changé depuis que moi je l'ai lu. C'est probablement pas bon signe. Okay. Et donc là, tu l'écrases et puis. Voilà, exactement. Alors, moi, ce qui me dérange de base, c'est le majuscule tab qui ne marche pas de base. Bind-le. Oui, je peux, mais enfin, là, c'est beaucoup de travail. Ah, ça oui. Alors ça, je vais pas vous le page down, le dernier page down, quand tu es à la fin du fichier, qui reste 10 lignes, et tu as un écran de 60, puis qui ne met pas ton curseur à la fin du fichier. Ouais, très énervant. Très énervant. Tout ça, ça se complique dur. Bah oui, mais c'est quand même cool d'avoir un truc qui est moins puissant, mais qui fait déjà 90% de ce que tu as besoin. Et je ne crache pas sur IntelliJ. Comme vous pouvez le voir, il est en aussi bonne place pour ainsi dire qu'Emacs sur ma outil. Non, moi, ce que je fais, c'est que je prends l'IDE quand je veux débugger et je prends Emacs pour écrire, parce que je vais beaucoup plus vite avec. Mais alors, je trouve que Emacs, c'est un outil fantastique et je vois à quel point le fait d'avoir investi du temps dedans est rentable pour les gens qui ont investi du temps, mais il y a quand même une courbe d'apprentissage et une réécriture de ton cerveau interne pour arriver en fait à cette... c'est un investissement, quoi. Vraiment, quoi.
Mais oui, Kuning, machin, effect. Ouais, j'aime bien. Voilà. Une résolution raisonnable, on peut l'avoir en joli. Et voilà. Mais tu vois, au même titre que toi, tu es super efficient avec Emacs. Je connais des gens qui étaient à l'EPFL avant qui sont super efficients sur Vim. Le combo Mali plus 30, tu ne trouves pas d'équivalent. Alors, je suis d'accord que Tramp, il est très très dur à battre, le Magit aussi. Et, néanmoins, en termes d'efficacité, il y a des gens sur Vim. Enfin, Vim, il est installé partout. Donc, Vim, c'est fort aussi. Alors, tu as des choses qui ne sont pas natives à Emacs, mais que tu peux avoir comme plugin, c'est des accords. C'est-à-dire, en fait, au lieu ça a été inventé par des gens qui ont du RSI, donc du tunnel carpien sur l'auriculaire, et pour qui les systèmes basés sur les modifiers, ça ne joue pas. Il y a ceux qui sont inventés des pédaliers USB pour précisément cette raison, et tu as ceux qui disent, moi je vais appuyer sur 2 touches. Ça se rapproche beaucoup plus de VI. Ça c'est un truc qui s'appelle Chord, et c'est supporté dans les Max. Le footprint de lancement, on peut l'amortir. Donc, dans la suite du slide, vous trouverez la façon de lancer les Max comme un serveur. C'est-à-dire, il y a qu'un seul Emacs qui tourne et quand vous invoquez l'éditeur avec de l'éditeur, ça lance un client. Ça pop la fenêtre dans les Max. Et oui, Vim, il va vraiment mettre l'accent sur l'efficience et la portabilité, le fait qu'il passe partout. Mais voilà, ça lui donne aussi un plafond. Donc, il remplit une plaine beaucoup plus large, mais avec moins d'autonomie. Mais Emacs, c'est vraiment un serveur applicatif. On peut le voir comme ça, oui. Ça a l'air comme ça. Donc, moi, je ne suis pas extrémiste. J'ai un Mac, je suis bien content d'avoir le confort pour tout. Des fois, je fais PubTab et je vais lancer un client Git semi-graphique. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai commencé. Inévitablement, en écrivant le slide, je me suis rendu compte qu'il y avait un facteur historique qui coûtait. C'est-à-dire qu'au moment où moi j'ai commencé à programmer, l'avantage des Macs était encore beaucoup plus large par rapport à ce qui existait dans le livre en compétition. Et voilà, donc je balance le dojo le jour où Atom est end of line. Ça, c'est une chose qui n'arrivera jamais à Emacs. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Alors, tu ne peux pas être aussi catégorique pour Atom parce qu'il y a Atom Community. Oui, d'accord. Et qui risque de durer au même titre qu'il y a VS Codium qui est aussi géré par la communauté et qui n'est pas VS Code. C'est du boulot. Hein. Donc, Atom, pour l'instant, ils n'ont même pas d'abstraction cohérente pour un système de highlight du code. Donc, chaque pactage pour chaque langage réinvente la roue en la matière. Ils n'ont pas de framework commun. Il y a un truc commun quand même. Alors, c'est parce que ça a peut-être changé depuis au moment où Facebook a lâché l'affaire avec. C'est pas Facebook. Et c'était GitHub. Au moment où GitHub a mis ce truc dans le domaine public, c'était choisi d'avoir une communauté open source qui drive le projet, c'était pas encore là. Je ne sais pas si ça a changé. Donc le problème, c'est que ces efforts intellectuels-là, déjà c'est du travail, et ensuite, dans les hauts niveaux de la programmation, le langage de programmation que tu choisis influence la faisabilité de la chose, et aussi, ça a un nom, ce paradoxe, je ne sais plus comment il s'appelle, le genre de personnes qui sont attirées par la plateforme et qui sont peut-être plus ou moins capables de faire ça, de sortir un gros framework comme ça. Évidemment, point de propagande, il n'y a pas meilleure discipline qu'apprendre des Maxis pour être capable de faire ça. J'ai une dernière question. Tu peux nous montrer ton point Emacs? Ouais. Là, je suis là, j'en prends super défaut. Donc moi, je me suis donné une discipline de plus, un definition of done, il ne doit jamais faire plus de 1000 lignes. Donc, tu as 997 là 948. 294. Ah non, j'ai bien gonflé. Donc il y a des trucs d'auto-customisation qui vous intéressent vraiment pas. À un certain moment, j'avais l'ambition d'en faire un pactage par lui-même. Moi, ce que j'ai pris le temps d'investissement de faire, c'est ça. Donc ça, je vous le recommande. Mais ça, sur Mac, c'est facile à remapper tes touches. Bon, la touche compose.
Ouais. C'est plus facile sous Linux, il me semble. Donc si je fais compose, compose c'est shift pomme de droite. Compose, parenthèse 1, fermez la parenthèse, ça fait ça. Là. Et donc il y a matière à le faire aussi dans le terminal. Compose, avec la même touche. Mais du coup, on quoi le fait de l'avoir dans ton Max, Ah, t'es obligé. Parce que Max ne va pas lire le fichier qui va bien de macOS. Ok. Donc pour moi, ça, c'est un vrai problème, un vrai point de frustration avec tous les programmes en général, c'est qu'ils ont chacun leur raccourci clavier. Quand tu prends les émulateurs terminal, des fois, tu as Shift Insert, Ctrl Insert pour copier-coller, d'autres fois pas, c'est le clic milieu, le clic droite. Il n'y a jamais de convention qui est respectée par qui que ce soit, où que ce soit. Et tu es obligé de faire une gymnastique pas possible pour te souvenir comment elle est en début de ligne, dépendant du programme et de l'OS. Donc là, ce que tu as fait dans Emacs, moi, j'aurais préféré avoir un gestionnaire de raccourcis clavier OS, bien plus haut niveau. Parce que dans le rapport, tu as quoi comme option? Bah, qu'est-ce qui te reste comme option? Tu as grenier ou prendre des affaires en main par toi-même? Voilà, le problème sous Windows, j'ai cherché, il n'y a pas moyen, sous Linux non plus. C'est vraiment pas quelque chose que tu es capable de faire. Enfin, on laisse la main aux applications et elles se bouffent entre elles. J'ai trouvé des programmes. Si c'est sous Linux, tu as moyen de changer les touches que ton émulateur de terminal utilise pour le terminal émulateur, mais tu vas pas empêcher GNOME ou une autre autorité au-dessus de venir interférer avec ça. Et il y a des outils qui essayent de détecter ces conflits, de te les lister. Enfin, mais c'est un cauchemar. Et j'adore le clavier. J'aime beaucoup m'en servir, mais à cause de ça, c'est une frustration permanente. Oui. Et maintenant que tu connais CUA, si tu vas aller regarder et faire de la propagande pour que ouais, mais il est super restreint. Il n'y a pas beaucoup de touches là-dedans. Et justement, moi, j'aimerais. Le jour où il y a un OS sa seule fonctionnalité, c'est ça, je vais dessus. Ça peut être l'OS le plus lent du monde, mais bon fou. Alors, dis pas ça parce que c'est ce qu'on dit. Hein. Oui. Once you go Mac, you never go back. Ah. C'est pas vrai, moi j'en suis la preuve. Est-ce que tu veux dire que sur Apple, on arrive vraiment à respecter le fait qu'il y ait une pomme et un contrôle, le fait qu'il y ait un contrôle là-dedans dans la pomme, ça aide pas mal. Ouais. Ouais, mais nous, on a la touche Windows qui fait la pomme. Hein. Donc voilà. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour le combinaison, les cordes aussi, c'est bien. Ouais, j'ai encore une petite question. Enfin, c'est pas une question, mais une remarque. J'aime bien comparer des fois les trucs super que j'ai dans les IDE que je ne trouverais peut-être pas dans les Mac. Je pense par exemple de mettre en rouge quand il y a des erreurs de linter ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est le chapitre 2, c'est le LSP mode. D'accord. Et tu peux arriver à peu près au même niveau de puissance, c'est-à-dire... Non. La qualité de l'IDE sera toujours en faveur des trucs. Enfin, les meilleurs IDE seront meilleurs que Max. Et ça restera le cas probablement pour toujours. Comment dire, la qualité avec laquelle IntelliJ comprend ton code, elle n'existe pas dans Max. Ce serait possible avec un projet de 4-5 ans? Oui, mais c'est beaucoup de travail. Ouais, ok. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci Dominique. On peut arrêter l'enregistrement du coup? Ouais, je crois qu'on fait. Je crois que je peux. Stop.